Bel après-midi, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez ici à Montaigu, Montaigu en Vendée pour la 36e édition du Printemps du Livre. La fête est belle, nous avons démarré demain, ça se poursuivra nous avons démarré hier, pardon, et ça se poursuivra jusqu'à demain dimanche. Et cette 36e édition est placée sous la présidence de Didier Decoing. Vous avez la possibilité, vous qui êtes avec nous, de rencontrer près de 150 écrivains, tous genres confondus, pour toute génération aussi. C'est la fête du livre et nous avons grand plaisir à être tous ensemble. Et puis merci aussi à vous tous qui nous suivez par l'image. Nous avons en ce début d'après-midi le grand privilège de recevoir un primo-romancier, un jeune auteur, je peux encore dire jeune, il faut en profiter, Louis Raymond. Louis Raymond, merci d'être avec nous. Vous êtes un petit peu en vedette aujourd'hui, même beaucoup en vedette, puisque vous venez de recevoir ce fameux prix Ouest pour votre premier roman, Loin du Mékong. On va parler de votre livre, on va parler de votre travail d'écriture, et puis on va faire aussi un petit peu plus connaissance. Une première question très générale, lorsque l'on est un jeune auteur, un primo-romancier, recevoir une récompense comme celle-ci, c'était ce matin, des mains de Didier Decoing, d'Yves Violier, ça représente quoi pour vous ? Bonjour Philippe, merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Recevoir ce prix, c'est un privilège et un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Quand on est un jeune auteur à la publication de son premier livre, il y a toujours une forme d'angoisse. On a travaillé longtemps, seul, puis il y a une publication, on ne sait pas quel va être le destin du livre, et d'un coup, un prix, c'est un sentiment de validation. Donc vraiment une grande reconnaissance. Et ce prix Ouest, c'est très particulier pour moi puisque je suis né à La Roche-sur-Yon. J'ai grandi entre la Côte et La Roche-sur-Yon où j'étais au lycée. Et donc, quelque part, alors pour un livre qui est un livre de recherche et de retour aux origines à l'autre bout du monde, au Vietnam et au Cambodge, eh bien, recevoir ce prix aujourd'hui à Montaigu, c'est une autre forme de retour aux origines, en l'occurrence en Vendée. Vous avez donc grandi ici, vous avez ensuite été à l'autre bout du monde, vous vous êtes partagé, vous êtes aujourd'hui installé à Nantes, hein, me semble-t-il, ce qui veut dire que vous êtes venu en voisin. Je rappelle simplement que pour être dans la liste des concourables pour le prix Ouest, il faut soit être originaire de la région ou avoir une intrigue de roman qui se passe dans la région. Et donc en ce qui vous concerne, on est un petit peu sur les deux, puisque vous êtes vous-même originaire et puis que c'est un roman dans lequel il y a quand même beaucoup de votre propre histoire, même si c'est bien un roman, on va en reparler bien sûr. Vous êtes parallèlement journaliste spécialiste de l'Asie. Quel a été votre parcours au-delà d'être romancier aujourd'hui ? Eh bien, j'ai fait des études de sciences politiques, d'abord à Rennes, puis je suis parti au Vietnam dans le cadre de ma 3e année d'études. Je suis revenu, j'ai fait un master d'histoire à Lyon, à l'École normale supérieure, qui m'a amené à repartir, parce que je travaillais déjà sur l'histoire de la décolonisation de la péninsule indochinoise, du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Donc j'ai fait un premier aller-retour. Puis après ça, je suis parti au Vietnam pour y travailler quelques années. Je travaillais au consulat général de France à Ho Chi Minh Ville, où j'étais attaché de presse. Je suis revenu en France, j'ai travaillé à Nantes, à l'université de Nantes. Et après, je n'ai fait que du journalisme. J'en ai toujours fait, en fait, mais ponctuellement. Et disons, depuis 6 ou 7 ans, c'est mon activité principale. Donc, je suis salarié aujourd'hui d'un journal de presse professionnel spécialisé dans les enjeux de défense et de renseignement. Alors, dites-moi, Louis, l'écriture journalistique, c'est une chose. L'écriture romanesque, c'en est une autre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, cette envie de vous lancer dans l'écriture romanesque ? Comment cela arrive-t-il dans votre parcours ? Alors oui, ça me trottait dans la tête depuis très longtemps. Je pense que quelque part, j'avais toujours... alors il faut toujours se méfier quand on recompose des souvenirs d'enfance, mais disons que vers la petite adolescence, vers 10 ou 12 ans, j'avais déjà ce rêve d'écrire. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre, et dans ma tête, à l'époque, le journalisme et la littérature se confondaient un petit peu. Et ensuite, donc voilà, j'ai fait des études de sciences politiques et d'histoire, qui sont des matières assez littéraires, somme toute, ou en tout cas où il y a une forme de rédaction, d'écriture. Et ce livre, précisément sur l'histoire de ma famille, je l'avais en tête depuis très jeune. Depuis le moment où je suis parti au Vietnam, à l'âge de 20 ans, en fait, j'avais l'espoir de parvenir à un tel livre un jour.
Mais quand on a 20 ans, on n'a pas les épaules pour, on n'est pas équipé pour faire un livre comme celui-ci, qui requiert beaucoup de recherche, beaucoup de documentation, et aussi une forme de maturation, parce que son sujet, c'est donc l'histoire coloniale de la France en Indochine, l'histoire coloniale en France, la mémoire de la colonisation est un sujet qui fait l'objet de très nombreux débats dans la France contemporaine. Et moi, je ne voulais pas écrire en réaction à ces débats. Je voulais écrire simplement pour livrer l'histoire de ma famille de la manière la plus fidèle possible et de la manière la plus documentée possible. Et donc, pour réussir à mettre à distance les affects avec les débats d'une époque, il faut du temps, il faut de la maturation. Et c'est pour ça que je pense, enfin voilà, j'ai pris, il s'est passé 15 années entre le moment où j'ai imaginé ce livre et sa parution aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le livrez au lecteur. On va donc plonger dans ce qui est votre premier roman, Loin du Mékong. Il est peut-être important de recontextualiser tout ça, l'Indochine française, le Vietnam, le Cambodge, et comment votre famille arrive en France. Est-ce qu'on peut redonner quelques grandes dates de toute cette histoire entre la France et cette partie du monde? Oui. Alors, donc l'Indochine, ce qu'on appelle l'Indochine, c'est une fédération de 3 pays qui sont aujourd'hui le Vietnam, le Laos et le Cambodge, où les Français, alors il y avait des missionnaires, il y a eu des premières expéditions, mais la conquête coloniale se fait dans la deuxième moitié du 19e siècle, 1858 pour Saigon, qui est aujourd'hui Ho Chi Minh Ville, et après, au fur et à mesure de cette deuxième moitié du 19e siècle, pour le reste, les autres pays, alors Hanoï, le nord, qu'on appelait le Tonkin à l'époque, et le Cambodge et le Laos, avec la remontée du Mékong de certains explorateurs. Et donc voilà, la fédération indo-chinoise, la colonisation française de l'Indochine, se structure dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et elle dure jusqu'en 1954. 1954, alors tout le monde connaît ou a entendu le nom de la bataille de Dien Bien Phu, victoire vietnamienne, victoire du Viet Minh plus précisément. Et 1954, c'est aussi l'année des accords de Genève. Et le Cambodge, lui, a été indépendant par une indépendance négociée quelque temps avant, en novembre 1953. C'est important de le dire, parce que autant l'indépendance du Vietnam se fait dans la guerre d'Indochine, l'indépendance du Cambodge, elle est négociée. Alors cette grande histoire, elle est présente dans le livre, et nous sommes surtout sur la première moitié du XXe siècle, du début du siècle jusqu'aux années 1950, puisqu'on va suivre plusieurs générations, et il y a finalement cette, j'emploie le terme puisqu'Yves Violier l'a utilisé ce matin, cette espèce de grande saga familiale. Nous allons suivre cette famille sur plusieurs générations, avec toujours en toile de fond la grande histoire telle que vous venez de l'évoquer. Et puis vous l'avez dit aussi en préambule, même s'il est bien marqué roman sur la couverture, cette histoire, elle vous touche de près. C'est une histoire qui naît aussi d'un silence familial. Tout à fait. Alors, mon père n'est pas dans le public, mais il doit pas être... Ah ben voilà, en fait, on me dit que mon père est dans le public, juste là. Donc, mon père est né en 1958 au Cambodge, dans une famille vietnamienne. Et mon père est un enfant rapatrié d'Indochine. Il est né, eu égard à la naturalisation de mon grand-père. Mon père est né de sang vietnamien, mais avec la nationalité française. Et il est parti en France en 1968. Et il y a eu une rupture au milieu de son enfance. Il s'est retrouvé dans un orphelinat, alors à côté de Poitiers. Et papa, corrige-moi si jamais, mais c'était parfois difficile d'en parler, non pas parce que c'était tabou. C'était pas un tabou, on allait au Vietnam en vacances où on a de la famille, mais il y avait quelque chose de difficile dans la transmission, il n'y avait pas assez de mots en fait pour le dire, et c'était une mémoire qui avait du mal à être entretenue parce qu'il y a une rupture. Mon père, en arrivant en France, a perdu l'essentiel de sa langue maternelle qui est le vietnamien. Et donc tout ça, c'était difficile à brasser. C'était pas. Et moi, j'ai ressenti le besoin non seulement de reconquérir cette histoire familiale-là, avec une forte dimension identitaire, c'est-à-dire qu'à un moment, à 20 ans, j'ai voulu être vietnamien, précisément parce que mon père n'avait pas pu l'être à cause de la grande histoire. Je me suis rendu compte que, bien sûr, c'était un petit peu une illusion. Je suis né en France et je suis français fondamentalement, mais il y avait cette recherche identitaire-là, et qui était une recherche aussi
de comprendre quels ont été les tenants et les aboutissants de l'histoire familiale. Parce que dans le récit qui m'en avait été transmis, j'avais des bribes, mais ça suffisait pas à faire quelque chose d'intelligible. Donc j'ai enquêté, j'ai appris le vietnamien, je suis retourné sur les lieux de l'enfance de mon père. Avec lui, je raconte, donc nous avons passé un été ensemble à Phnom Penh en 2012, puis ensuite seul, etc. Et au terme de cette enquête, donc plusieurs années d'enquête, je me suis rendu compte que là non plus, ça n'était pas suffisant. Et donc, il m'a fallu inventer pour combler les blancs du récit. Et donc, c'est pour ça que Loin du Mékong est une fiction. Mais c'est une fiction dans laquelle je passe un contrat avec le lecteur, c'est-à-dire que dans la partie d'enquête autobiographique, qui est entrecroisée avec cette saga familiale, je dis de quel point de vue j'invente. Il y a un narrateur en tous les cas. Il y a un narrateur qui est très proche de ce que je suis. Les noms et les prénoms ont été changés, mais ce narrateur est, disons, proche de moi à 95%. Le pourcentage n'est pas tout à fait exact. Hein. C'est un peu au pied levé tout ça, mais voilà, c'est un narrateur, en tout cas, qui a vécu à peu près des éléments qui sont ceux de ma biographie. Alors on comprend bien la genèse du livre et la genèse du roman, et puis on comprend aussi cette construction que vous avez choisie, puisqu'il y a plusieurs temporalités. On va suivre cette famille, on l'a dit, sur 3 générations, et puis entrecoupant ces différents chapitres, il y a la prise de parole du narrateur en italique pour expliquer son enquête, comment rechercher, comment essayer de reconstruire le fil de cette histoire. Comment s'est passée la construction du livre, puisque justement il y a finalement 2 livres en un en quelque sorte. Comment avez-vous travaillé? Dès le départ, vous saviez que vous auriez cette construction-là, ou finalement avez-vous décidé de cela au fil de l'écriture? J'avais à peu près cette idée en tête, sans savoir précisément la forme que ça pouvait prendre, d'entrecroiser deux formes narratives différentes, un récit autobiographique et un roman, une saga familiale historique. Mais je ne savais pas comment travailler parce que, voilà, quand on commence un livre, on voit une montagne et on ne sait pas comment la gravir. J'ai commencé par écrire un assez long texte autobiographique qui devait faire quasiment la taille d'un livre, hein, peut-être 50 000 mots déjà. Et je l'ai mis de côté parce que je n'étais pas tout à fait satisfait. Je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui ont été nécessaires à ma compréhension de ce que j'avais vécu et de ce que je cherchais, mais je n'étais pas satisfait de la forme. Et donc après, j'ai écrit la partie historique, la saga familiale. Et là, mon père a été le premier lecteur. Il me demandait les chapitres au fur et à mesure. Et une fois que... Ensuite, j'ai présenté ça à mon éditrice, Cécile Rivière, sachant que j'avais gardé juste l'introduction et la conclusion de parties autobiographiques. Et mon éditrice m'a dit, bon, il manque quelque chose, cette partie autobiographique dont tu m'as parlé, est-ce que tu voudrais pas l'utiliser? Et du coup, j'ai repris la partie autobiographique. Je ne pouvais pas glisser 50 000 mots dans un texte qui faisait déjà 80 000 mots, sinon le livre il aurait fait 650 pages. Il en fait déjà 400. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je voulais avoir une écriture autobiographique qui va à l'essentiel, qui est transparente, un petit peu comme le carreau d'une fenêtre, comme disait George Orwell. Écrire, non pas pour le style, mais écrire pour qu'on puisse voir au travers. Et l'intervention du narrateur que vous êtes, en l'occurrence, apporte aussi une autre vision des choses, parce que c'est une écriture beaucoup plus sensible, finalement, que la saga familiale, où là, vous racontez une histoire. Oui, tout à fait. Et l'enjeu, c'est aussi c'est toujours l'enjeu dans l'écriture autobiographique, c'est de trouver une justesse du ton et de trouver aussi une forme de vérité. Et l'exercice autobiographique est très difficile parce que, bien sûr, on a envie de se mettre en scène, on a envie de donner une image positive de soi, mais c'est pas la vérité parfois. Et donc, il faut réussir à trouver avec de la précision, et c'est un travail sur le langage. Si j'ai fait le choix de cette langue qui est avec des phrases plutôt courtes, en tout cas dans la partie autobiographique, là où la saga est davantage écrite,
euh, c'est parce que voilà, j'avais besoin de trouver une forme de vérité et que je n'arrivais à la dire qu'avec cette forme la plus transparente possible pour le lecteur. Alors on va reparler de cette partie dite autobiographique dans un instant, mais il est important aussi d'envisager cette saga familiale avec ses différentes générations. Au début de l'histoire, on fait la connaissance d'une jeune femme, qui va quitter son village pour essayer d'aller retrouver son mari qui a été déplacé pour aller travailler dans une plantation. Et tout, finalement, elle est le personnage, l'un des personnages clés du roman, puisqu'on va la suivre au fil des années. Qui est-elle? Présentez-nous ce personnage féminin. Alors, tout est une jeune femme au début du roman. Le roman commence en 1908 dans le delta du Mékong. Elle quitte son village pour rejoindre, comme vous l'avez dit, son mari qui a été engagé dans une plantation d'EVA. Donc l'EVA, c'est l'arbre à partir duquel on fait le caoutchouc au Cambodge. Et son mari meurt et elle va rester en fait toute sa vie à Phnom Penh, où elle va travailler dans un orphelinat. Elle va avoir 2 enfants. Son premier fils qu'elle va mettre au monde s'appelle Tia, et son deuxième fils est un enfant qu'elle adopte, un métis, qui s'appelle Vui, mais qui va être naturalisé avec le prénom Paul. Il va devenir Paul Félix. Et ce métis, ce Vui qui devient Paul, est en fait le personnage inspiré de mon grand-père. Et donc, le personnage de Tout est mon arrière-grand-mère fictive, et Tia est mon grand-oncle, et Paul est mon grand-père. Même si tout cela reste un roman, comme on l'a dit, Voilà, tout mais cela inspiré de vos personnages voilà, familiaux. inspiré de personnages familiaux. Mais effectivement, c'est un roman. Et vous le verrez si vous souhaitez lire le livre, je suis assez transparent. Je dis de quel point de vue j'invente en passant un contrat avec le lecteur. Parce que cette forme, c'était pour moi un moyen de faire réfléchir à la fabrique du récit. Pourquoi est-ce que dans des histoires familiales, on s'invente des choses? Enfin, toutes les histoires familiales sont un peu des recompositions à partir de bribes dont on hérite, et on se raconte des histoires à partir de ça. Et les identités, c'est toujours un peu ça, des fictions, des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Alors en suivant ces personnages de Tout, de Vui et de Tra, finalement il y a aussi, on revient à la grande histoire qu'on évoquait tout à l'heure, parce que, et notamment avec le personnage de Vui, c'est l'occasion de rappeler ce qu'était la présence française sur place, notamment ces enfants qui étaient nés éventuellement d'un mariage d'une union entre un Français et une jeune femme localement, et puis ces jeunes qu'on essayait peut-être de placer dans la société, mais finalement il n'avait pas réellement de racines. Et Vui, il est un peu comme ça, c'est ce personnage-là. Bah, tout à fait, et c'est un livre qui parle de la condition des métis dans l'Indochine coloniale. Les métis ont été l'objet de batailles politiques pendant toute la colonisation. Alors d'abord parce qu'ils étaient rejetés de part et d'autre, ils étaient rejetés dans la société locale, la société indigène. Et à un moment, les Français, le colonisateur s'est dit, bon, il faut faire quelque chose de ces enfants. Et en vertu d'un décret qui a été promulgué en 1928, on s'est dit qu'on pouvait les naturaliser eu égard à des critères d'assimilation et de race. Je cite le texte, le texte de loi. Et donc, c'est ce qui est arrivé à mon grand-père. Et tout le long de la colonisation, et même après, puisque ça perdure après les indépendances, je disais, mon père est arrivé en France en 1968 avec l'association de la Fédération des œuvres de l'enfance française de l'Indochine, qui était une association par délégation de service public, qui était financée par le ministère de l'Outre-mer, l'ancien ministère des colonies. Eh bien, le but de cette association était que ces enfants asiatiques ethniquement qui naissaient avec la nationalité française, eh bien, il fallait qu'ils aient une éducation en France. Et quelque part, et dès la naissance de ces politiques à l'égard des métis dans les années 30, l'idée est un peu qu'ils soient du côté des Français et pas du côté des Vietnamiens dans une guerre pour l'indépendance qui s'annonce, avec le projet d'en faire un petit peu les contremaîtres de la colonisation. Et alors là, la colonisation se termine et donc le projet change un petit peu, mais ça a toujours été ça. On a proposé aux mères d'envoyer les enfants faire leurs études en France sans donner la garantie à ces mères qui laissaient partir leurs enfants
à l'autre bout du monde, qu'elles allaient un jour les revoir. Et c'est comme ça que dans le roman, on est et forcément très souvent en Asie, que ce soit au Vietnam ou au Cambodge, etc. Mais il y a aussi certaines parties du roman qui se passent en France, soit par le narrateur, soit aussi par ces personnages que l'on voit évoluer. Et on voit effectivement la différence entre ces deux sociétés. Tout à fait. Alors, pour la partie en France, alors bien sûr, il y a la partie. Moi, j'ai vécu 4 ans et demi au Vietnam, mais je suis rentré en France à un moment. Je vis en France depuis 2018. Et donc, il y a aussi ma réflexion qui s'est faite en France et avec les allers-retours ponctuels que j'ai faits depuis au Vietnam et au Cambodge. Et puis, pour la partie de la saga historique, il y a une longue scène qui se déroule dans la banlieue de Poitiers, dans un orphelinat, voilà, dans un petit village de la campagne de la Vienne. Dans ce que vous nous racontez, on comprend que c'est un roman sur la famille, la difficulté de se construire au sein d'une famille, la difficulté à se construire aussi face aux événements de la grande histoire. C'est un livre sur la transmission et c'est aussi un livre sur les racines, celles que l'on a, celles que l'on essaye de se fabriquer. Et puis c'est aussi un livre sur le déracinement et justement sur le métissage, ce qui veut dire que ce livre peut parler à beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas forcément originaires de cette partie du monde. Tout à fait. Je crois que cette dimension de la recherche des origines, c'est une question universelle. Quelles que soient nos origines, il y a un moment dans notre vie où ça peut nous frapper, ce désir-là de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Et quelles que soient nos origines, hein, voilà, tous les exemples valent. Et j'ai vraiment voulu parler de ça et de parler aussi de... vous donniez le mot transmission. La transmission, c'est jamais quelque chose qui se fait en ligne directe. En tout cas, moi, dans mon cas, il y a eu pas mal de moyens détournés. Un long séjour au Vietnam, mais aussi la capacité à pouvoir... Enfin, le moment où on a confié cette histoire familiale à des personnes tierces, à des personnes extérieures. Il y a une scène du livre où je raconte qu'une historienne qui faisait sa thèse à l'université de Rennes 2 désire rencontrer ou faire des entretiens avec mon père et ses frères et sœurs pour comprendre la vie de ses enfants rapatriés d'Indochine quand ils étaient au Cambodge dans les années 60. Elle travaillait sur la relation entre la France et le Cambodge après l'indépendance de 1953. Et le fait que cette historienne ait parlé à mon père, à mes oncles et tantes, mon père a retrouvé à la suite de ça, de ces entretiens, des souvenirs d'enfance qui étaient restés enfouis en lui. Comme si le fait qu'une personne extérieure, savante, historienne, du monde universitaire, puisse s'y intéresser, ça donnait une légitimité à cette mémoire qui était enfouie depuis longtemps et dans laquelle il était plus compliqué d'aller fouiller. Donc voilà, la transmission se fait par des moyens détournés. Et moi, je crois que le fait de chercher à assembler les pièces du puzzle, c'est un long parcours, mais c'est un parcours qui permet de trouver un apaisement personnel. On vit dans une époque où il y a beaucoup de questions identitaires, beaucoup de revendications. Ce que je peux dire à partir de mon expérience et ce que j'essaie de partager avec des gens qui peuvent être métis ou quels qu'ils soient, c'est je leur dis ça vaut le coup d'essayer de retourner dans le pays d'origine aussi pour se confronter à cette identité-là, se rendre compte aussi qu'on n'est pas vraiment de là-bas, quelle que soit l'histoire qu'on se raconte, mais de s'y confronter en apprenant la langue, en y faisant face, et que ce parcours personnel, c'est aussi un parcours initiatique. Et donc j'encourage, je crois que c'est une forme d'apaisement, en tout cas moi, à titre personnel, j'y ai trouvé une forme d'apaisement. Louis Raymond, je rappelle que vous avez obtenu le prix Ouest pour ce livre Loin du Mékong et sans rien trahir des délibérations. Mais ce qui a aussi frappé les membres du jury, c'est la qualité de votre écriture, une écriture littéraire, une écriture travaillée et en même temps très fluide, ce qui veut dire que le lecteur prend énormément de plaisir au-delà du sujet, au-delà de l'intrigue que vous avez développée. Parlez-nous peut-être de vos influences littéraires et de la façon dont vous-même avez essayé de transmettre votre histoire. Comment avez-vous construit votre musique ? Eh bien, ce matin, lors de la réception du prix, j'ai parlé de Michel Ragon. Oui, c'est vrai. Alors, il y a à première vue pas grand-chose à voir entre ce livre, Loin du Mékong, et l'œuvre de Michel Ragon, même si Michel Ragon a eu des liens familiaux avec l'Indochine lui aussi.
Non, il y a un livre de Michel Ragon que j'aime beaucoup, qui est La mémoire des vaincus, qui est une grande fresque historique, et que j'ai eu, voilà, une vraie, ça a été une gourmandise de lecture. Voilà, je me souviens du moment où je le lisais le soir à la lampe de chevet, et parce que La mémoire des vaincus est une grande fresque où il y a à la fois des personnages forts, où l'on croise des personnages de la grande histoire, et en même temps, c'est pas didactique, on arrive à suivre vraiment, voilà, on traverse, pareil, un siècle de grande histoire, mais à partir d'une histoire particulière. Et c'est une lecture qui m'a vraiment marqué, en tout cas pour trouver le bon dosage entre le romanesque et l'historique. Donc voilà, je pourrais citer d'autres exemples d'auteurs vietnamiens. Alors qui sont moins connus en France. Je pense à Nguyen Huy Thiep et à Bao Ninh, qui ont été traduits pour certaines éditions de l'Aube ou les éditions Pitié, mais qui sont peu connus en France. Une référence aussi importante de ces dernières années, c'est Alice Zeniter et son roman L'Art de perdre, qui, je pense qu'il y a des points communs toute proportion gardée. L'Art de perdre est un très beau livre qui a eu un très beau succès il y a quelques années, mais L'Art de perdre raconte l'histoire d'une famille de harkis sur plusieurs générations entre l'Algérie et la France, et c'est un livre que j'ai lu, et de la même manière que j'avais Michel Ragon en tête, j'avais aussi Alice Zeniter en tête au moment de me mettre à ma table de travail. Donc de belles influences. En tout cas, voilà un livre qui va vous séduire, non seulement par la teneur du propos, mais aussi par la qualité de votre écriture. Et c'est vrai qu'il y a des pages qui sont magnifiques, très sensibles, et des paysages, des descriptions de paysages qui nous emmènent vraiment sur place. Et puis ça raconte aussi une histoire de famille, et chacun pourra sans doute y trouver quelques résonances personnelles. Et vous recevez le prix Ouest avec ce qui est donc votre premier roman, Louis Raymond, Loin du Mékong, aux éditions Kalman Levy, et on vous souhaite le meilleur. Merci à vous, et puis merci à vous de votre attention. Merci beaucoup.